Bonjour à tous, mon nom est Sylvie Patry, je suis conservateur peinture au musée d'Orsay et depuis quelques mois directrice de la conservation et des collections. Et c'est donc à ce titre que j'ai l'honneur et le plaisir de vous dire quelques mots, ces quelques mots rapides et surtout de vous souhaiter la bienvenue dans cet auditorium du musée d'Orsay pour cette journée d'études qui s'annonce absolument passionnante. Et Alice Mine me disait qu'il y avait 380 personnes qui s'étaient inscrites pour participer à cette journée. Donc un grand succès qui s'annonce. Je souhaitais en fait vous dire combien cette journée d'études et plus généralement ce projet Print in the Past qui se développe dans le cadre du programme européen ERA sont importants pour le musée d'Orsay à plusieurs titres. Je relèverai deux raisons principales. Le musée d'Orsay, comme vous le savez, depuis sa création, depuis son ouverture en 1986, a toujours insisté sur la pluridisciplinarité, sur le dialogue entre les différentes formes d'expression artistique, architecture, peinture, art graphique, photographie, sculpture, évidemment. Et le propos de ce programme et le programme des interventions aujourd'hui font écho de façon très profonde et très riche à cette volonté de décloisonner les domaines artistiques et en particulier ici l'étude de l'architecture qui se frotte à cette question de la culture visuelle et qui promet d'ouvrir de nouvelles pistes pour tous les domaines. Une autre raison importante pour nous et qui fait que Pardon, il faut se déplacer. Et qui donne tout son relief à cette journée aujourd'hui, c'est que, comme peut-être certains d'entre vous le savent, le musée d'Orsay et le musée de l'Orangerie, nous faisons partie d'un même établissement, nous sommes en train de réfléchir de façon conjointe et très associée à la création d'un centre de ressources et de recherche pour le futur. Pour certains d'entre vous, vous connaissez la richesse extraordinaire de notre documentation générale, dossier d'œuvres, documentation sur nos œuvres, qui accueille des chercheurs du monde entier venus de toutes les disciplines. Nous avons également une bibliothèque spécialisée sur la seconde moitié du XIXe siècle, à l'Orangerie sur la première moitié du XXe siècle. Nous avons également une très riche bibliothèque qui a été constituée par le service culturel. Vous savez combien le service culturel a compté dans l'histoire et dans le développement du musée d'Orsay, avec en particulier des enregistrements d'événements comme celui d'aujourd'hui depuis 1986, donc une mine pour les chercheurs à l'avenir. Et ce à quoi nous travaillons, c'est à rassembler toutes ces ressources, à les rendre encore plus accessibles qu'elles ne le sont, et à développer à côté de cette documentation, de cette bibliothèque, des axes de recherche qui associeront les conservateurs, les documentalistes, le personnel scientifique du musée d'Orsay et nos collègues dans les musées, dans les universités, en France et dans le monde. Donc vous imaginez combien le fait que le musée d'Orsay fasse partie de ce programme européen est pour nous très important, un signal fort de ce que nous aimerions développer à plus grande échelle encore en investissant d'autres domaines dans le futur. Ces quelques raisons étant exposées devant vous, j'aimerais maintenant saluer tout particulièrement quelques personnes clés du développement de ce programme, en commençant par la directrice du programme, Marie Avtoun, qui est professeure à l'école d'architecture et de design d'Oslo et qui est spécialiste de l'historicisme avec un ouvrage qui a fait date sur Semper et la question de l'historicisme. Qu'il me soit également permis de saluer Marie Lending, qui est associée à cet axe de recherche, qui travaille également à l'université de l'école d'architecture de Oslo et qui travaille sur un sujet qui s'est beaucoup développé concernant le 19e siècle, l'histoire des expositions, l'histoire de la diffusion, des modes de circulation des œuvres. J'aimerais également saluer les trois autres chercheurs qui dirigent chacun un des axes de ce très riche programme de recherche. Caroline Vanek, qui prendra la parole très vite, qui s'occupe de l'axe transfert, qui est maintenant professeur à Cambridge et qui a beaucoup travaillé sur cette question de l'organicisme au 19e siècle et qui a publié un ouvrage qui a fait date dans le domaine. J'aimerais également citer Martin Delbecke, qui s'occupe de l'axe légitimation et qui est professeur à l'université
Gand, pardon, excusez-moi. Et ensuite Barbara Penner, qui s'occupe de l'axe projection et qui travaille à la Bartlett School d'architecture à Londres, et qui s'est spécialisée en particulier sur les théories féministes et l'approche genrée des espaces architecturaux, question qui nous intéresse aussi de très près pour la peinture, puisque nous préparons pour l'été 2019 une exposition sur Berthe Morisot, et Dieu sait à quel point la question de l'espace et de l'espace privé, l'articulation espace privé, espace public est importante pour une artiste comme Berthe Morisot, comme cela a déjà été étudié par des chercheurs précédents. Ces présentations faites, je voudrais finir par remercier les organisatrices de cette journée et de la journée de demain qui ont tant contribué à ce programme: Caroline Vanek, Alice Tomine-Berada et Maude Brass-Kruger de l'Université de Leyde. Il me reste à vous souhaiter une excellente conférence, riche en découvertes et en échanges, à n'en pas douter. Et je passe la parole à Caroline ou Alice? À Caroline. Merci beaucoup, bonne journée. Merci Sylvie. Bonjour mesdames, messieurs, je suis très contente de vous voir en un nombre si important. J'espère que vous pouvez m'entendre. Oui? Ah, il y a mieux? Ah, c'est mieux, je pense, oui. Bon, comme disait Sylvie, je m'appelle Caroline Vanek. Je suis responsable avec Maude Brass-Kruger de la partie du programme ERA qui se penche sur le rôle de l'école des beaux-arts et de ce envoi de Rome et sa reconstruction sur papier des ruines de Rome et du monde méditerranéen au XIXe, et du rôle de ce document dans le transfert et la construction du passé à travers les arts visuels. Et donc nous sommes extrêmement contents d'être ici au musée d'Orsay, au cœur de la culture visuelle du XIXe. Et nous sommes très heureux de voir comment le projet ERA commence à croître et devenir de plus en plus grand et de pousser de nouvelles branches qui s'étendent maintenant au musée de Victoria and Albert à Londres et qui commence à devenir vraiment une réflexion sur la culture visuelle et architecturale au XIXe, qui est quand même un sujet assez nouveau, je pense. Donc, quelques mots sur le projet ERA. C'est un instrument de subvention européen assez spécial. Je dois avouer que la France n'y participe pas, pour des raisons que nous ne comprenons toujours pas très bien, mais la France pourrait, ou des institutions françaises peuvent être des institutions associées. Et donc nous sommes très heureux que le musée d'Orsay a bien voulu s'associer à nous, parce que la France joue un rôle absolument central dans ce projet. Le but du projet, c'est de voir comment, au XIXe, le passé est imprimé, et surtout comment l'architecture, dans sa forme, sa manifestation imprimée, devient un instrument à la fois de construire et reconstruire le passé, d'influencer le présent par ce dessin, mais aussi de penser et de projeter le futur. Donc, dans le premier colloque à Oslo et le deuxième à Londres, nous nous sommes pensés à la fois sur l'Égypte ancienne, avec la participation du studio Factum Art qui s'occupe à produire des imprimés en 3 dimensions, par exemple de la vallée des rois en Égypte. Donc, ce sont des imprimés assez importants. À Londres, avec Barbara Penner et Olivia Horsfall-Turner, nous avons parlé du futur passé des objets extinct objects, et donc des façons dont, en projetant le futur, on emploie très souvent des modèles et des modes de pensée du passé. Et aujourd'hui, nous allons parler à nouveau du passé, mais de la façon dont le passé, par sa manifestation imprimée, commence à former le présent au XIXe. Et donc, avant de passer la parole à Alice Tomine, qui était partenaire avec nous dans l'organisation et la conception du colloque, je voudrais aussi remercier vivement le musée d'Orsay pour son accueil extrêmement chaleureux et efficace. C'est la 2e fois que j'organise avec Alice un colloque ici, et c'est toujours un plaisir complet. Il n'y a aucun stress avant, tout marche très très bien dans la main sûre de Scarlett Reliquet et d'Alice Tomine. Donc je voudrais remercier le musée. Je voudrais aussi remercier vivement Maude Brass-Kruger, qui est le postdoc dans notre projet,
parce que sans son efficacité inégalée et sa bonne humeur, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Donc, je passe la parole à Alice. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais dire quelques mots en 3 points pour ouvrir cette journée. Et en premier lieu, et parce que d'habitude ceci passe en dernier, je voudrais commencer par les remerciements. Ce n'est pas une coquetterie d'anticonformiste, c'est parce que je suis convaincue que la meilleure façon de progresser intellectuellement passe aujourd'hui par l'intelligence collective. Merci donc à Laurence Descartes, notre présidente, Sylvie Patry, notre directrice des collections, Luc Bougnol-Lafont, le directeur de notre service culturel, qui ont soutenu ce projet. Je voudrais aussi souligner le fait que cette journée d'études n'aurait pu se faire sans l'esprit de 3 personnes. Caroline en a déjà parlé. Maude Basse-Kruger, notre post-doctorante, qui est passée avec une admirable dextérité intellectuelle de son champ de prédilection, l'histoire de la mode, à celui de l'histoire de l'architecture, qui a fait preuve d'une infatigable curiosité et énergie dans l'organisation de cette journée d'études. Je voudrais aussi remercier Scarlett Reliquet, notre collègue du service culturel en charge des colloques et conférences au musée, dont je voudrais saluer le professionnalisme et l'intelligence avec laquelle elle sait rassembler les gens pour les faire parler. Et enfin, Caroline Van Eck, sans qui nous ne serions pas ici. Je la remercie pour avoir pensé à venir me voir il y a 2 ans et demi de cela, en toute modestie, pour me parler d'un projet qui pourrait peut-être nous intéresser. Et quelques années plus tard, nous voici rassemblés ici, avec nos collègues d'Oslo, de Gand et de Londres, autour de ce stimulant programme de recherche à l'intitulé aussi vaste que protéiforme, Printing the Past. C'est un beau titre en anglais et j'ai réfléchi à la façon dont cette formule pourrait être traduite de façon aussi incisive en français. Et je n'ai pas eu d'autres idées que de tourner autour de formulations faisant écho à l'œuvre de Walter Benjamin, quelque chose du genre « le passé et sa reproductibilité ». C'est peut-être bien de cela qu'il s'agit de développer au sein de ce programme européen. De même que l'œuvre d'art, selon Benjamin, a perdu son aura liée à l'unicité du fait de développement des procédés de reproduction, les ouvrages, les revues, la photographie d'architecture font perdre au passé architectural son caractère univoque. Ceci me conduit à mon 2e point. L'intérêt pour le musée d'Orsay d'être associé à ce programme de recherche, dont Sylvie a dit déjà quelques mots. Il est à la fois évident, puisque la période couverte par le musée, cet immense demi-siècle qui court de 1848 à 1914, correspond indubitablement à une accélération du processus de reproductibilité. Mais il y a aussi un hasard heureux, qui n'est en fait sans doute pas un hasard et qui répond sans doute au cycle de la pensée et de l'histoire. Le musée d'Orsay a ouvert il y a 31 ans et fut l'occasion d'offrir au grand public le travail d'une génération d'historiens de l'art qui ont contribué à repenser l'art du XIXe siècle, en le sortant de la vision dogmatique et restrictive qui avait conduit jusque-là à ne le percevoir que comme la proto-histoire de la modernité. Ceci ne s'est pas fait sans remous. En 1987, Pierre Nora, l'inventeur du concept des lieux de mémoire, consacre un numéro entier de sa revue, Le Débat, aux divergences d'opinion qu'a soulevé l'ouverture quelques mois plus tôt du musée d'Orsay. Le grand historien de l'art américain, Robert Rosenblum, y salue la révolution faite au musée d'Orsay et conclut son article par cette phrase que j'aime beaucoup. Je le cite, « Il se peut bien qu'en l'an 2000, le 19e siècle se soit transformé au point de devenir méconnaissable. » C'est un peu cela, mais en toute modestie, c'est un peu l'ambition, mais en toute modestie, qu'il faudra donner au développement de la recherche dans le cadre de notre projet de centre de ressources et de recherche qu'a évoqué Sylvie. Cette journée d'études d'aujourd'hui, consacrée à la culture architecturale, en est peut-être aussi une forme de préambule, puisqu'elle est fondée sur l'idée qu'après la génération pionnière des grands historiens de l'architecture qui ont révolutionné le XIXe siècle en faisant surgir des figures, en étudiant des typologies d'édifices ou encore des circuits professionnels, il est aujourd'hui possible de reconsidérer un peu différemment cette architecture en déplaçant le regard, en la considérant de l'extérieur, en étudiant la culture des architectes ou en considérant l'architecture du point de vue des non-architectes.
Cette journée s'articule autour de 2 moments forts. La matinée, qui va être consacrée aux échanges entre l'architecture et les arts visuels, sous la houlette de Jean-Philippe Garrick, et l'après-midi, qui va porter sur les différentes modalités de construire le passé, présidée par Peter Miller, du Bard Graduate Center. Excusez-moi. Donc, je vous remercie et je passe la parole à Jean-Philippe Garrick, donc professeur à l'Université de Paris 1, directeur du LABEX Création Architecture Patrimoine, qui est un grand connaisseur de ces questions, un grand connaisseur du livre d'architecture, et dont la très belle exposition consacrée à Charles Percier au printemps dernier a également illustré l'importance des échanges entre les arts et de l'interdisciplinarité pour comprendre l'architecture. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. C'était pour moi vraiment un grand honneur de diriger cette session ce matin. D'autant que, évidemment, les thématiques de la journée et de la recherche dans laquelle elle s'inscrit sont des thématiques qui me sont chères. Et ce que vient d'annoncer Alice Thoming comme programme de révision, en quelque sorte, de l'histoire de l'architecture du 19e siècle est au cœur à la fois de mes travaux et de mon enseignement. Alors, je suis très heureux d'appeler comme premier intervenant Richard Wittmann, qui est professeur associé au département d'histoire de l'art et d'architecture de l'Université de Californie à Santa Barbara. Son premier ouvrage, Architecture, Print Culture and the Public Sphere in 18th Century France, qui a été publié par Routledge en 2007, et je crois qu'on peut le dire devenu un classique qui a était très important pour toute une génération de travaux, et je le dis pour moi-même. Une traduction de cet ouvrage en français est aujourd'hui sur les rails, et donc il paraîtra en 2018 aux Presses du Réel, sous le titre « Architecture, culture de l'imprimé et sphère publique en France au XVIIIe siècle ». Il termine actuellement un deuxième ouvrage qui est une histoire culturelle de la reconstruction de la basilique de San Paolo Fuori le Mura à Rome entre 1823 et 1930. Donc, Richard,